Bienvenue sur Question Directe, bienvenue à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio et sur ce plateau, comme on le dit, M. Ahmad Soumaré. Ahmad Soumaré est le président du Centre africain pour la nouvelle économie Cannes et aussi de SOPEL. SOPEL, c'est une organisation qui s'occupe aussi de l'intelligence économique, les spéciales de l'intelligence économique. M. Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, on parle de la crise économique et financière qui s'installe après Covid ou bien pendant la Covid. Vous disiez quelque part que c'est au mois de juillet qu'on commencera à sentir les effets de cette crise. Pourquoi? Oui, parce que nous avons deux crises, du moins trois crises même. La première, elle est sanitaire. C'est aujourd'hui la préoccupation de tout le monde. Les gens ne s'occupent pas de la crise économique qui est vraiment la vraie crise, c'est la crise économique et la crise financière. Nous avons la crise sanitaire qui préoccupe les gens par rapport aujourd'hui à la pandémie, donc la maladie. Mais la maladie commence à s'estomper, les gens commencent à comprendre comment elle circule, quelles sont les mesures barrières, donc on commence à vivre avec la maladie. Deuxième étape maintenant qui va venir, c'est l'aspect économique et financier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2008, d'après la crise de subprime, donc aujourd'hui, l'économie, toutes les banques, il y a un désastre total. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, si on prend par exemple en Europe, aucune banque ne respecte les critères de convergence. Les critères de convergence, donc le seuil de convergence, par exemple, il vous dit, vous ne devez pas avoir, par exemple, si vous avez 10 000 francs donc de capital social au niveau de votre entreprise, vous ne pouvez pas prêter plus de 30 000 francs. Plus de 10 fois plus, ça veut dire que vous ne pouvez pas prêter, si vous avez 10 000 francs, 100 000 francs. Et aujourd'hui, si vous regardez en Europe, notamment en France, donc la banque qui a le taux le plus bas, c'est le Crédit Agricole, ils sont à 25%. Les banques, grandes banques comme Société Générale ou comme BNP frisent entre 34 et 45%. Vous voyez, donc là par exemple, si on prend la crise du subprime en 2008, donc la banque américaine qu'on a complètement balancée était à 32%. Vous voyez un peu, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques depuis plus de 2 ans, banques européennes, aucune banque, je dis aucune banque, aujourd'hui ne respecte ces critères. Les États sont hyper endettés. On prend par exemple la Grèce qui sont à 174. On prend l'Italie qui sont à 164. On prend la France qui sont à 125. On prend le poumon, le grand spécialiste donc de la gestion en Europe, donc qui est l'Allemagne, ils sont à 95% de dettes par rapport à leur PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est sérieux. Donc ça veut dire que les États sont endettés, les banques sont endettées. Donc qu'est-ce qui suit maintenant? C'est la planche à billets. Donc la planche à billets, avant on sortait des millions. Après maintenant on sort des milliards. Maintenant on sort des trillions. 1 trillion c'est 1000 milliards. Donc c'est comme l'économie de Monopoly, quoi. On crée l'argent, on crée l'argent. Aux États-Unis c'est pareil. Quand vous avez aux États-Unis plus de 40 millions de personnes, donc 40 millions donc, de personnes qui sont au chômage, c'est sérieux. Je veux dire, donc il y a un problème sérieux, il y a des faillites des entreprises, des faillites donc, un peu partout. Ça, c'est très sérieux ce qui se passe. Cette crise financière et économique, comment elle est ressentie en Afrique, particulièrement au Sénégal? C'est-à-dire que la crise financière, donc aujourd'hui, c'est comme la crise de 2008. La crise de 2008, elle était essentiellement boursière. Donc dans la crise boursière, toutes les économies qui sont branchées sur la bourse ont des problèmes parce qu'ils jouent ce qu'ils appellent le gamble. Donc ils jouent, on gagne, ça monte, ça descend. Mais aujourd'hui, avec le problème, nous, notre chance ou notre défaveur, il est au fait du fait que nous n'avons pas une économie rivée, donc branchée complètement sur les bourses.
Donc quand je prends par exemple l'exemple aujourd'hui, ce qui se passe, aux États-Unis, c'est la politique du no limit. Ça veut dire quoi, no limit? Donald Trump est le directeur de la Banque centrale. Donald Trump a décidé qu'il n'y a plus de limite. Il fasse la planche à billets à volonté tant que les entreprises ont besoin d'argent. Donc le libéralisme en soi n'existe plus. Parce que le marché n'est plus régulé par lui-même, le marché est régulé par la Banque centrale. Donc la Banque centrale fait donc des planches à billets tant que les entreprises ont besoin d'argent. Donc qu'à partir de cette stratégie, on voit qu'aujourd'hui, donc l'économie ne tient plus qu'à partir de la planche à billets. Nous, notre chance, donc, on n'a pas cette planche à billets. On ne peut pas faire de planche à billets avec les CFA. Ce n'est pas possible parce que notre monnaie est rivée sur donc, une monnaie étrangère. Nous, tout ce qu'on peut faire, donc, quand des crises comme celle-là arrivent, c'est d'essayer de tirer sur la corde pour mieux gérer. Parce qu'on n'a pas cette possibilité comme aujourd'hui. Donc, l'Europe, par exemple, là, il y a 2 semaines, donc, ils ont prêté 130 milliards, donc 1 milliard, non, 1300 milliards, 1 trillion 300 milliards, donc, aux différentes banques pour qu'ils aident les entreprises à taux négatif. À taux négatif, ça veut dire qu'ils les prêtent cet argent à moins 1%. C'est du jamais vu. Tandis qu'ici, quand vous allez dans une banque, on vous prête à 3%, vous frottez les mains. Donc là-bas, à moins 1%, on a prêté 1300 milliards donc, aux banques pour qu'ils puissent prêter aux entreprises avec des taux allant de 0,60, 0,50. Mais du moment que la monnaie africaine ou bien le franc CFA est arrivé à l'euro, la convertibilité, si l'Europe est en crise, forcément, il y a un impact sur les pays africains, comme les pays du franc CFA. Exactement. Mais nous, notre désavantage, c'est qu'on ne peut pas faire comme les pays européens. Les pays européens, ils font de la création monétaire, ils font la planche à billets. Et la BCEAO ne peut pas faire de planche à billets. Comment donc gérer la crise en interne? Parce qu'on a vu que les prix sont en train d'augmenter. Sur le plan interne, aujourd'hui, il y a une velléité des transporteurs d'augmenter les prix de transport parce qu'ils considèrent qu'il y a un coût, beaucoup de pertes qu'ils ont subies. Comment justement gérer cette augmentation de prix qui est perceptible sur le marché? C'est ce que je disais. Dans notre cas, du fait qu'on ne peut pas créer de l'argent, la seule façon donc de gérer notre économie, c'est de gérer notre budget. Mais quand on gère notre budget, ça veut dire qu'il faut une discipline budgétaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention aux dépenses pour ne pas créer d'inflation ou autre. Si, comme vous le dites, l'association des transporteurs se réveille un matin et dit que oui, c'est le Covid, je vais augmenter mon tarif. Je dis, tout le monde subit le Covid, donc ça devient l'anarchie. Si tout le monde se dit, ok, mais mon chiffre d'affaires a été atteint, j'augmente. Vous voyez un peu ce que ça fait? L'économie n'aime pas le désordre. Donc nous avons une position de faiblesse par rapport aux autres. Les autres, donc, on prête de l'argent à 0%, à 0,2%, 0,3%, ils se préparent pour l'après-Covid. Nous, on ne peut pas se préparer pour l'après-Covid. On n'a pas de planche à billets. Et si, figure-toi maintenant, si maintenant l'association des transporteurs s'élève pour augmenter, demain ce sera d'autres qui vont augmenter, c'est le désastre. Parce que ce sera vraiment la bérésina, donc il n'y a plus de contrôle, c'est vraiment l'anarchie. Et une anarchie, quand ça s'impose dans un pays, on ne peut rien faire de bien. Mais si du moment que nos États empruntent de l'argent pour financer l'économie, si l'argent devient cher, comment on doit faire? Oui, quand vous voyez pourquoi au niveau du Sénégal, dès le mois d'avril, donc j'ai fait un papier demandant, donc dès que le président Macky Sall a lancé le truc d'annulation de la dette, j'ai fait un papier leur dire c'est tout à fait normal. Et j'étais étonné que tous les politiciens, tous les trucs, c'était un silence glacial, personne n'en parlait. Je leur dis que lorsque l'Allemagne a eu des problèmes après la Deuxième Guerre, on a éliminé sa dette. Lorsque l'Europe a eu des problèmes, on a créé le plan Marshall, les dettes, on les a effacées. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas créé le problème, on le subit. Donc nécessairement, la dette publique doit être complètement par rapport à la pandémie qui coûte excessivement cher. Je ne sais pas si vous vous imaginez les nombres de personnes qu'on met à l'hôtel pendant 15 jours, qui sont nourries, logées, combien ça coûte? Ça coûte des yeux de la tête. Je veux dire que ça coûte excessivement cher. Si maintenant, donc, nous n'avons pas créé cette maladie, on le subit, nos maigres ressources vont rentrer dans le truc, qu'est-ce que ça sera?
on sera tous au ras du sol. Et c'est ça que j'ai dit, il faut qu'on soit responsable. Que ce soit les entreprises, que ce soit l'État dans ses dépenses, que ce soit l'entreprise, donc soit responsable pour que l'effort de tout un chacun, qu'il n'y ait pas des personnes qui se sentent faire beaucoup plus d'efforts que d'autres. Sinon, il n'y a plus d'harmonie. Et quand dans une économie, il n'y a pas d'harmonie, l'économie est à terre. Mais sauf que ce n'est pas la première fois que le Sénégal a le privilège de voir sa dette diminuer, mais effacée. En 2008, il y avait le sommet de Gleneagles, Oui, où les Bob Gleneagles. Geldof, les Youssou Ndour et autres avaient plaidé pour l'effacement de la dette. Ça a été fait. Et les gens ne savent pas, l'argent, il est entré où après? Non, je dis que c'est tout à fait vrai, parce que l'argent, après les initiatives PPTE, lorsque les dettes des pays pauvres, les plus endettés, ont été effacées, ça a permis aux pays, c'est certain, les pays en ont profité pour faire des infrastructures, pour faire des investissements donc, significatifs, donc durables. Donc il y en a certainement qui en ont profité pour... mais tout le monde n'est pas... Donc c'est vrai que le problème de la dette, donc c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Mais le Gleneagles, donc lorsque ça s'est passé, l'initiative PPTE s'est passée, il y a des infrastructures qui se sont mises parce que ça les a donné une bouffée d'air pour respirer. Mais le problème de la pandémie, Gleneagles, il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas de maladie mondiale. Mais c'est pourquoi j'ai dit, moi je suis pour cet effacement dans la mesure où nous subissons une situation que même les pays les plus développés sont en train de marcher à genoux. Donc, a fortiori, nous, qui n'ont pas beaucoup de capacités financières, comment nous allons vivre? Donc, c'est ça que j'ai dit. Si c'était Gleneagles lorsque ça s'est passé, tout le monde vivait tranquillement. Les pays étaient endettés, mais la vie n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun pays n'est épargné. Petit ou grand, la mondialisation, elle frappe avec la même intensité. La Covid frappe avec la même intensité, petit ou grand. Oui, mais on a vu quand même qu'avec la Covid, la vulnérabilité des pays africains, des pays comme le Sénégal, qui basaient pratiquement leur alimentation sur les importations. Les gens, au moment, ont eu peur que si la pandémie se poursuit et qu'elle est encore beaucoup plus intense, que si l'Inde, le Vietnam, le Pakistan et autres pays qui produisent du riz ferment leurs frontières, il y a des pénuries. En 2008, on a vu qu'il y a eu des émeutes de la faim ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire en interne pour que le pays soit moins dépendant des importations? Oui, c'est ce que nous, donc dès 1995, nous avons mis en place donc, le concept d'intelligence économique et développement qui reposait sur 3 paramètres. La sécurité alimentaire, la sécurité économique et donc le patriotisme civique. Et aujourd'hui, quand on regarde les traces qui sont montrées, on est sur cette tendance. Parce que depuis 1995, on leur dit qu'un pays ne peut pas avoir donc, son ventre livré d'or. Et aujourd'hui, on le voit. Donc, quand on en parlait donc, avec le concept de l'intelligence économique et développement en 2005, 1995, beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais donc, l'économie, c'est fait pour faire de la prospective, pour comprendre l'anticipation. Et aujourd'hui, quand vous voyez le plan de résilience donc, national du Sénégal, vous voyez la sécurité alimentaire. Ça rejoint le concept d'intelligence économique. Vous voyez la sécurité économique. Ça rejoint notre politique. Et ce qui manque dans ce truc, c'est aujourd'hui tout ce qui est patriotisme civique. C'est-à-dire que le développement, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire avec l'État seul, qui ne peut pas se faire avec les entreprises seules. Le développement se fait avec 3 entités. L'État, les entreprises, la société civile. Et cette mayonnaise-là, si vous ne la prenez pas, il n'y aura pas de mayonnaise. Vous avez quelque chose qui va faire du truc et puis hop, il va casser, il n'est pas durable. Parce que la société civile doit avoir sa tâche, ce patriotisme, ce civisme. Aucun pays au monde ne s'est développé sans civisme. Aucun, j'ai dit aucun. Vous allez aux États-Unis, vous allez au Japon, vous allez en Chine, vous allez dans les pays du nord d'Europe. Aucun. Il y a le patriotisme, le civisme qui est là au niveau de la société civile. Il y a des entreprises qui sont des entreprises vraiment très patriotes qui investissent. Donc aux États-Unis, le gars il est fier d'être donc la personne ou l'entreprise qui a le plus payé d'impôts. Ici, donc, on évite l'impôt. Mais est-ce que l'État met les moyens aujourd'hui pour accompagner le secteur privé sénégalais de façon réelle et concrète pour qu'il puisse investir? Parce qu'on a vu que, par exemple, on donne l'exemple de la literie de Bangoré, qui fait de l'EMA, qui est en Casamance, qui est à Richard-Toll, excusez-moi, qui s'est basé là-bas, qui paye pratiquement les mêmes taxes que ceux qui importent. Oui, exactement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils paient même plus cher que ceux qui importent. Mais ça, est-ce que cela incite les Sénégalais à investir? Non, ce problème-là, il est réglé. C'était vraiment, comme je dis, ça a été décrié, ce n'est pas normal. Et dans
la politique donc d'intelligence économique, lorsque vous avez donc la sécurité économique, la sécurité économique c'est quoi? C'est pas seulement les entreprises, il y a les parlementaires, il y a l'État qui doit réfléchir comment je peux mettre des règles pour les investisseurs pour protéger notre économie nationale. Donc les parlementaires qui font les lois ont beaucoup de rôle à jouer sur les investisseurs qui viennent. Sinon, si on ouvre l'investissement à volonté, ça va phagocyter, il n'y aura plus de secteur local. Et c'est ça donc la sécurité économique, donc où l'État, par le biais des parlementaires, doit réguler tout ce qui est investissement étranger et tout en préservant donc le tissu local. Mais si on ouvre, on va être phagocyté, on va être colonisé et on aura l'argent qui va ressortir, donc comme c'est rentré. Et c'est ça que je dis que cette sécurité économique doit se faire. Et on doit maintenant, le troisième volet de l'intelligence économique et développement, c'est de mettre le civisme, le patriotisme avec la société civile pour que les gens se sentent, se voient dans la politique qui se met en place. On n'est plus aujourd'hui dans la politique du top-down, où on fait des conseils des ministres et puis les gens appliquent. On est dans la politique aujourd'hui avec le post-Covid, avec le 21e siècle, du bottom-up. Donc les gens discutent, c'est comme la territorialité, avec tous les problèmes, tout le monde se sent concerné dans la décision qui est prise et tout le monde retrouve ses manches et on arrive au but. Mais si 2, 3 gars, 5, 10 gars, 20 personnes se réunissent, ils disent voilà, vous allez faire ça. La personne il va se croiser les bras, il ne se sent pas concerné. Et si vous voulez faire quelque chose de collectif, il faut mettre tout le monde dans la décision. Oui, mais les pays dits de grande puissance, on a vu que même pendant le Covid, même en ce moment même, oui, il y a des réflexions qui sont menées, des changements qui sont apportés à la façon oui, de faire. Quand on parle de la France aujourd'hui, la santé est mise pratiquement numéro 1 oui, des priorités. Oui. Chez nous, ça parle beaucoup, mais il n'y a pas d'action concrète sur le terrain. Non. Aujourd'hui, si vous regardez le plan de la résilience nationale qui a été mis, vous avez la sécurité alimentaire, vous avez donc tout ce qui est pharmacie santé et vous avez l'éducation. Donc ça veut dire que les gens ont compris, ils ont appris aujourd'hui. Mais il faut de comprendre, de mettre en œuvre réellement, concrètement sur le terrain, pour qu'on voit ce qui est fait. La mise en œuvre, dans la nouvelle politique stratégique qui est mise avec le plan de résilience, les axes sont là. Tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est santé, tout ce qui concerne l'alimentaire et tout ce qui concerne donc l'éducation. L'éducation, on est dans la créativité, dans les TIC, dans tout ce qui est aujourd'hui donc politique stratégique pour que nous puissions plus vivre des situations pareilles. Parce que vous sentez que ça bouge sur le terrain? Non, parce concrètement. Que ce plan de résilience n'est pas encore donc validé complètement. Il est en train d'être expliqué par les ministères de l'économie et aux autres. Mais je pense que ce que j'ai vu moi sur ce plan de résilience, il répond réellement par rapport à l'enseignement que le Covid nous a donné aujourd'hui. L'enseignement que le Covid nous a donné, on a compris, dès que les Vietnamiens coupent le riz, les gens sont inquiets. Et pourtant, on a la vallée du fleuve qu'on peut faire du riz, on a la vallée de l'Anambé qu'on peut faire du riz, donc, mais on ne le fait pas. On importe. Depuis notre indépendance, on mange du riz, mais on importe du riz. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il était temps maintenant de comprendre qu'on ne peut pas dépendre de notre monde, ne peut pas dépendre de l'extérieur. Les médicaments, c'est pareil. Donc on a aujourd'hui l'Inde, il a développé des génériques. Donc pourquoi pas ici, on a les meilleures écoles de pharmacie et de médecine d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on ne développe pas des génériques, on ne développe pas notre industrie, on n'utilise pas par exemple tout ce qui est pharmacopée, les plantes. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été données. On les met en œuvre. Donc on n'a pas besoin, parce que les plantes et les médicaments marchent sur des principes actifs. Les principes actifs, ce sont les plantes. Et les plantes, on les connaît. On a plein de plantes, on a beaucoup d'analyses. On commence donc à les mettre en œuvre. Mais beaucoup de Sénégalais décrivent qu'il y a de belles idées, de belles initiatives, de belles propositions, de beaux plans. Mais en réalité des faits, rien n'est fait. Il y a tellement de plans qui ont été faits au Sénégal, qui sont dans les tiroirs, rien n'a été fait. Je suis tout à fait d'accord, mais ils vivent, c'est la première fois dans le monde, dans leur vie, qu'ils ont vécu le Covid. Il y a eu des ditos, mais c'est la première fois qu'on vit le Covid et c'est la première fois qu'on est en face de ces problèmes.
où les gens se sont rendus compte du jour au lendemain, ils ne peuvent plus se soigner, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus s'alimenter. Ça vous pose. Donc ça, on n'y peut rien. Donc à partir de cette situation, vous prenez vos dispositions vous-même. Parce que si donc on vous dit, vous n'avez plus de médicaments pour vous soigner, vous n'avez plus de riz pour manger, qu'est-ce que vous allez faire? Là, ça vous réveille si vous dormiez. Et je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup de politiques de dito, mais il n'y a jamais eu de Covid, c'est la première fois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, demain ne sera jamais plus pareil. Vous êtes conscient, ou bien vous êtes persuadé qu'il y a une prise de conscience réelle qui a été faite, que les choses vont changer? Parce que beaucoup sont sceptiques par rapport à cela. Non, moi, je ne suis pas sceptique, parce que je veux dire, gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, tout le monde s'est sacrifié. Il y a des travailleurs qui ont touché 50-70% de leur salaire, il y en a qui n'en ont même pas eu de salaire. Tout le monde s'est serré la ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à partir de là, donc ça ne s'est jamais vu. Dans un temps normal, on vous dit on vous paye 50%, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a un problème. Mais aujourd'hui, les gens l'acceptent parce qu'ils comprennent qu'il y a un problème, c'est leur effort. C'est la première fois qu'aujourd'hui, ce que nous a renseigné le Covid, que de compter sur l'épargne locale. On ne peut pas développer un pays sans épargne. Ici, les gens n'épargnent pas. Ou bien ils épargnent, mais ils thésaurisent. Qu'est-ce qui thésaurise? C'est le secteur dit informel, entre guillemets. Parce que c'est eux qui ont le capital, c'est eux qui ne payent pas l'impôt, c'est eux qui thésaurisent. Et lorsqu'il fallait sortir les 1000 milliards, comment ça s'appelle? La population l'a sorti. Ils ne l'ont pas sorti dans les banques. Vous voyez, je veux dire, ce n'est pas sorti des banques. Les gens ont contribué à hauteur de 1000 milliards. Mais il y a comme des prêts qui sont faits, il y a eu des dons que le gouvernement attendait de l'extérieur. Les dons, les prêts... Les FMI de la Banque mondiale. Oui, je veux dire, la Banque mondiale, c'est peanuts par rapport aux 1000 milliards. Mais je veux dire que la mobilisation de l'épargne locale, c'est comme ça qu'a fait donc l'Éthiopie, c'est comme ça qu'a fait donc l'Égypte pour construire son canal, donc parce que c'est pas la Banque mondiale qui a refusé de le faire. Et comme je dis, un pays ne marche que par ces trois paramètres. Et ce troisième paramètre, c'est le patriotisme civique. Si vous activez ce patriotisme civique, ajoutez donc à la sécurité alimentaire, à la sécurité économique, les gens se voient dans la politique que vous faites, ils investissent, ils mettent leur argent. Mais si vous n'avez pas activé ce patriotisme civique, il n'y a pas de civisme. Le civisme, c'est quoi? C'est de se voir dans son drapeau, de se voir dans son pays, d'investir et de mourir dans son pays. Ici, les gens ne meurent pas dans leur pays. Aujourd'hui, là, s'il n'y avait pas le truc, les gens, quand ils sont fatigués, ils font leur valise, ils partent. Ils vous laissent là moisir. Mais ce patriotisme civique fait que le gars, quand il voit que son pays est menacé, il prend ses biens, il met. Et c'est ça, c'est cette fibre qui fait que l'intelligence économique et développement se construit. Mais si ce troisième volet n'est pas fait, ce troisième volet, il se fait à la base. On va étudier, par exemple, le civisme pour les jeunes. Quand, par exemple, le service militaire ici n'est pas obligatoire, on va prendre les jeunes à partir donc, de la terminale, ils vont faire des travaux d'utilité collective, donc du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le nord, on les amène dans le sud, il reste un mois ou un mois et demi. Oui, mais il y a eu tellement de rendez-vous manqués dans ce pays que les gens ont du mal à croire effectivement que non, mais c'est la première fois qu'il y a le Covid. Mais non, mais je suis d'accord, mais c'est la première fois qu'il y a le Covid. Le Covid, il n'y en a jamais eu. Le Sénégal n'a jamais connu de Covid. C'est la première fois qu'ils ont été devant des catastrophes. C'est la première fois qu'ils ont été désorientés complètement. Personne n'avait les remèdes. Et c'est ça, quand ça vous arrive, là vous ouvrez les yeux. Parce que vous savez que tout ce que vous avez planifié, rien n'est valable. Là, ça vous réveille si vous dormez. Et c'est ça aujourd'hui, comme je dis, donc on essaie de comprendre, on essaie de voir comment améliorer les choses. Et donc nous, ce que nous avons proposé depuis 1995, comme je dis, ce patriotisme civique, si on applique les jeunes de terminale à partir de troisième, qu'ils aillent donc 1 mois et demi, il n'y a pas de service militaire ici, mais au moins ceux qui sont à Dakar, on les amène en Casamance 1 mois et demi. Comme ça, au moins, ça permet de brasser et de comprendre la réalité des choses. Et ça les éveille un peu dans leur tête. Mais qui restent là à flâner pendant les mois de vacances, et ça ne leur apporte rien du tout. Ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas la sensibilisation ni la responsabilisation de leur pays. Et c'est ça que je dis, c'est du travail qu'il faut faire pour pouvoir maintenant, lorsque cette personne, devant son pays et devant un problème,
il va retrousser ses manches pour pouvoir donc défendre son pays. Sinon, il ne se sent pas concerné. Il va dire, bon, le gouvernement est là, comme d'autres disent, le gouvernement seul ne peut rien faire. Mais l'exemple doit être donné par les leaders, par ceux qui dirigent le pays. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que la politique politicienne l'emporte sur tout, ou le débat public, c'est un débat d'insultes. Non, la politique politicienne, comme elle a eu jusqu'à présent, les politiques d'insultes comme elles ont eu jusqu'à présent, moi je pense qu'à partir de maintenant, ici et maintenant, beaucoup de choses vont changer. Parce que les référentiels ont changé. On ne peut plus être dans des galimatias, dans des trucs, si la réalité, elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les choses vont changer. Moi, je suis optimiste. La politique politicienne va changer. Il arrivera demain. On va te donner des tâches ou des postes de gérer. Tu n'as pas la capacité, tu ne le prends pas. Parce que tu as des gens qui te regardent, il faut savoir ce que tu dis. Avant, ce n'était pas pareil. Tu vois quelqu'un qui ne connaît rien dans de l'eau, on va lui donner ministre de l'eau ou je ne sais pas quoi de l'eau, il va le prendre, il s'en fout. Là, je veux dire, mais aujourd'hui, ce ne sera plus pareil parce qu'on est dans une autre forme de société. On est dans une société de la connaissance. Aujourd'hui, l'information est partout. Les gens sont hyper instruits, les gens sont hyper informés. Et quand vous dites quelque chose, il faut savoir ce que vous dites parce qu'on vous écoute. Et tout ce que vous direz donc de contraire, vous allez avoir donc des retours. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre société s'est complètement métamorphosée. On a changé de paradigme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la société qu'on a connue avant, cette société-là, elle n'est plus pareille. Mais pour l'instant, c'est trop chaud, on ne le voit pas. Mais on le verra au fur et à mesure du temps qu'on n'a plus les mêmes référentiels aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va changer parce que si vous me dites tout à l'heure, les gars, ils augmentent les tarifs, les associations de trucs. Oui, demain, après, ce sont ceux qui font le riz qui va augmenter. Après-demain, c'est ceux qui font les tissus qui vont augmenter. Après-demain, c'est la tabaski. Il y a des gens qui vont... Mais ça va devenir quoi? Avec quel pouvoir d'achat ils vont l'acheter? Tu ne vas pas me dire qu'on va diminuer 70% de ton salaire et on te paye 70% et on augmente les trucs, vous allez faire quoi? J'ai vu des tarifs de 150 à 600 francs par jour. Imagine le gars qui paye 600 francs aller-retour par jour. Ça lui fait quoi? 1200 francs par jour. 1200 francs, le SMIC, il est à combien au Sénégal? 1200. J'ai vu des tarifs de 150 à 600. 600, donc quand vous prenez 22 jours que vous faites, ça fait quoi? C'est énormément d'argent. Tout son salaire est dans les transports. Il faut qu'on soit raisonnable, il faut qu'on soit patriote. On ne peut pas construire un pays sans patriotisme. Le Rwanda dont on parle, ce sont des patriotes. C'est des gens qui sont sortis de 10 ans de guerre, qui se sont retroussés les manches par leur patriotisme pour développer leur pays. Ici, si on veut le développer, c'est dans ce sens qu'on va y aller. Amath Soumaré, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Questions Directes. Vous êtes président du CAN, le Centre africain pour la nouvelle économie, et de SOPEL aussi qui s'occupe de l'intelligence économique. Nous avions parlé avec vous des changements qui vont avoir lieu après Covid, surtout sur le plan économique et financier, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les pays africains, surtout le Sénégal, puissent s'en sortir. Merci. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci.